Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire On en parle à Taïwan qui vous est présentée ce dimanche par Floriane, François-Xavier et Sasa. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je crois qu'il va y avoir un volet animalier assez impressionnant parce que moi je vais vous parler des papillons ou plutôt de la migration des papillons puisqu'on a coutume de dire que c'est lors de la fête du nettoyage des tombes qu'ils remontent. Voilà, donc plus de détails tout à l'heure. Ok. eh bien moi je vous parlerai d'un autre animal effectivement que l'on croise aussi parfois lors des nettoyages des tombes mais avec un peu moins de joie que des papillons. Ce sont les serpents. Ouh. Et c'est leur année en plus. Et en plus c'est leur année. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, je suis en minorité parce que je vais pas vous parler d'animaux. Et je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus... Des animaux à deux pattes. Voilà, si tu veux. Comme dans la ferme de George Orwell. Mais en fait, je vais vous parler des étudiants d'Asie du Sud-Est à Taïwan et des problématiques autour de ça. Voilà. D'accord. Alors, on commence par quoi, du coup ? Allons-y, moi je veux bien commencer par la migration des papillons à Taïwan. On en parle un peu chaque année, vous l'avez sans doute vu aussi dans le journal de l'information récemment, plus précisément à la toute fin du mois de mars, puisqu'on vous annonçait que l'autoroute numéro 3 était temporairement fermée sur certains tronçons, le temps de laisser les papillons traverser et remonter vers le nord. Donc chaque année, il y a des milliers de papillons. Énormément de papillons, en fait, et ça bloque la vue. C'est un nombre impressionnant de papillons à la seconde qui traversent. C'est ça. Alors, ça bloque la vue, donc la visibilité, c'est sûr, mais c'est surtout pour protéger les papillons qu'on bloque les voitures. Et c'est une des mesures, en fait, ça doit être, disait un des directeurs d'une association de protection des papillons, dont certains sont en espèces, en fait, rares, donc de disparition. Ça doit être une des seules mesures au monde, un des seuls pays au monde, à Taïwan, où on se dit on va fermer l'autoroute le temps de laisser passer les papillons. Quoi. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant chaque année quand on en parle. Donc cette année, c'est souvent dans le sud, ils vont s'installer, vous savez où à peu près ? Dans la vallée des papillons. L'hiver, dans la vallée des papillons qui se situe à Maoling, notamment. Très forte. C'est moi qui avais fait la news. C'est dans quel comté ? C'est à Kaohsiung, dans le sud. C'est près de Pingdong, Sandy, c'est à frontière entre les deux. D'accord. Et il y a plusieurs espèces de papillons donc, qui choisissent Taïwan. On sait Taïwan, c'est surnommé le royaume des papillons depuis plusieurs décennies. Et donc, il y a plusieurs espèces qu'on protège et qui viennent choisir Taïwan pour passer l'hiver. Et dès que les premiers vents chauds arrivent, ils remontent vers le nord. Et normalement, ça tombe, on le disait en introduction, lors du festival Qingmingtie, donc de la fête du nettoyage des tombes, c'est-à-dire début avril, et là on est en plein dedans. Donc c'est pour ça que c'était férié à Taïwan depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, parce que c'est aussi lié avec la fête des enfants, donc il y a 2 jours fériés d'affilée comme cela. Mais cette année, c'est beaucoup plus tôt que s'est produit l'événement des myriades de papillons remontant. Alors est-ce que c'est le changement climatique ? Est-ce que c'est parce que l'hiver a été plus doux ? Et avec des vagues de froid qui se sont succédées, montées, descendre et que ça a tout déréglé. On ne sait pas encore, mais les chercheurs ont quand même remarqué que cette année, dès le 12 mars, l'autoroute a été bloquée parce qu'en fait, il y a des chiffres. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Pour bloquer l'autoroute par tronçon, il faut qu'il y ait plus de 250 papillons observés à la minute dans la zone depuis Maoling en remontant l'autoroute numéro 3 pour pouvoir la bloquer. Donc en fait, il y a des radars, c'est pas pour les kilomètres/heure, c'est pour les papillons par minute, c'est ça ? Ils sont comptés à la main. Non. Si, et c'est ça qui est impressionnant, c'est ce que j'avais envie de souligner justement. Mais alors, compter 250 par minute, alors, comment ils font ? Eh bien, il y a plusieurs agents et c'est une mission spéciale de ce tronçon-là, donc c'est le tronçon de Linhai, de l'autoroute numéro 3, qui sont plusieurs à la station d'observation liés à l'autoroute, et ce sont des agents qui d'habitude font la circulation autoroutière. Et là, ils sont réaffectés au comptage des papillons. Voilà, c'est ça. Tous les ans, ils comptent un peu au moment de la migration vers le nord, toute cette section Linhai de l'autoroute 3 pour compter les papillons. Et du coup, au total, ils les comptent peut-être pas tous. Hein, c'est quand même, vu que c'est à la minute, c'est quand il y en a beaucoup, ils essayent. Voilà, un peu quoi. Comme les policiers lors des manifestations, toi. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a quand même plus de 200 000 papillons qui traversent ce tronçon à Linhai chaque année de l'autoroute. Donc c'est quand même énorme.
il y a plus de 200 km de parcours de migration de ces papillons, dont 4 espèces passent à Taïwan et 2 qui sont protégées, notamment le papillon corbeau violet. Et il y a aussi, comme Florian avait fait dans la news, le papillon moucheté. Le papillon violet moucheté, tout à fait. Voilà, donc ça c'est important de le souligner. Cette année, ils étaient plus de 55 000 détectés à une ligne du côté de Linné, déjà le 12 mars. Et ce qui est énorme parce que ça fait en moyenne 690 papillons par minute qui peuvent traverser l'autoroute. Oh, wow. Alors quand on dit que l'autoroute est fermée, elle n'est pas totalement fermée en fait. C'est passé, on va l'expliquer. C'est plus lentement, il y a des vitesses qui doivent être très ralenties. C'est ça, donc sur les 2 ou 3 voies d'autoroute, il y en a une, la plus à l'extérieur, qui est totalement fermée. Donc voilà pourquoi on dit partiellement fermée. Temporairement, au sens où c'est à certaines heures aussi que la vitesse est réduite à 2 voire 1 voie dans les 2 sens sur une portion précise de l'autoroute pour les laisser passer. Mais c'est pas toute la journée ou sur plusieurs jours. Ça peut être sur plusieurs jours, mais c'est que des tronçons horaires aussi. Parce que les papillons, ils se baladent pas comme ça toute la journée, quoi. C'est généralement au petit matin. Et après, quand il commence à faire chaud, ils se reposent, ils cherchent un arbre où loger, se reposer, se nourrir et reprendre la route à la fraîche après. Donc du coup, heureusement, quoi, parce que sinon, l'autoroute, elle serait tout le temps fermée, quoi. Oui, et c'est surtout l'audace de l'autoroute taïwanaise, c'est d'avoir choisi cette mesure, qui est quand même une mesure assez importante, quand on sait que lors du festival de nettoyage des tombes, il y a déjà une congestion autoroutière énorme, parce que le trafic, il est très dense, il y a des bouchons tout le temps. Mais ils se sont dit, voilà, que ce soit festival ou pas, les papillons sont prioritaires, surtout qu'ils sont en voie d'extinction. C'est ce qu'expliquait notamment Tien Ching Fa, qui est directeur du bureau de gestion de la zone paysagère nationale à Maoling, qui explique que ces papillons sont importants parce qu'ils sont en voie d'extinction, parce qu'ils choisissent de passer l'hiver à Taïwan et qui sont quasiment disparus du reste de la circulation dans les autres pays, en fait. Et d'ailleurs, on pourrait dire que ce sont des papillons qui ne se grattent qu'avec l'aile droite. Ah bon ? C'est-à-dire ? Parce que ce sont des papillons migrateurs. Oh, d'accord. Et c'est ce qui fait leur spécificité. Donc il faut les protéger. Et pas qu'à moitié. Voilà. Franchement, je sais pas comment vous arrivez à faire des blagues comme ça. C'est trop fort. En tout cas, depuis 2007, l'administration en charge des autoroutes a mis en place ces différentes mesures de protection pour toute la zone de Linné, parce qu'à chaque fois, c'était un carnage, en fait. Et ils coopèrent pour cela avec les autorités locales, avec les associations de préservation écologique des papillons. Et en dehors de fermeture ou de contrôle partiel de la circulation, il y a 2 autres mesures phares qui sont toujours sous l'égide, en fait, du bureau des autoroutes. C'est bien sûr la plus audacieuse, on vient de le dire, c'est fermer certains tronçons ou les réduire. Mais il y a 2 autres initiatives, notamment il y en a une, c'est après avoir cherché à connaître les habitudes de ces papillons, eh bien depuis 2007, l'autoroute sur les talus en bordure de ces zones-là ont planté de manière assez abondante, en fait, de manière massive, plusieurs espèces d'arbres indigènes que les papillons raffolent en fait pour se nourrir ou se reposer. Ah, c'est super. Du coup, ça leur fait une halte avant de traverser, avant d'aller à l'aventure des voitures, quoi. Et apparemment, ça marche plutôt bien. Donc, ils ont mis des arbres à pluie, ils ont mis ce qu'on appelle aussi des chinaberries, je ne connais pas, des arbres laurel, et plus d'une 50aine ont été plantés comme cela et sont aujourd'hui déjà des arbres adultes qui rajoutent largement des lieux, des habitats préférés des papillons. Donc ça leur permet, quand ils partent au petit matin, d'arriver ici au moment où il fait un peu plus chaud peut-être pour certains, et de se reposer, de faire une halte. Et la 3e initiative, vous l'avez sans doute déjà vu si vous êtes passé dans la zone, c'est ces fameux filets de protection. Donc c'est comme faire un pont de passage pour les papillons. C'est des filets qui font plus de 4 mètres de haut de part et d'autre de l'autoroute. J'ai jamais vu ça. Pour permettre... Ah oui ? Donc, tu prends peut-être pas souvent la voiture dans ces régions-là. Ils sont pas tendus tout le temps, ils sont tendus au moment de ce passage-là pour les protéger aussi. D'accord. Et donc c'est 4 mètres de haut le long des tronçons où passe c'est le couloir des papillons en fait. C'est comme des filets qui sont autour des stades de baseball, un truc comme ça, non ? C'est ça, d'accord, ils sont voilà. Pour les guider vers le haut. Ça couvre pas tout le passage de l'autoroute, mais ça les oblige à remonter plus haut en effet et passer 4 mètres au-dessus du flux des voitures. Donc ça permet normalement
de bien protéger les papillons. Et puis depuis 2 ans, à Maoling, donc cette vallée des papillons, il y a un centre qui a ouvert. Alors, il a ouvert en retard, il a été inauguré en fin d'année dernière, mais depuis 2 ans, il y a des initiatives aussi éducatives et d'observation des papillons pour mieux les faire connaître au public et un peu les sensibiliser à la nécessité de préserver cette biodiversité, quoi. Et à Maoling, en fait, il y a eu un mal pour un bien, c'est le fameux typhon Morakot en 2009 qui a tout détruit. Il n'y avait plus qu'un pont où on pouvait accéder à cette fameuse vallée de Maoling, mais ça a permis à la biodiversité, à la nature de reprendre ses droits le temps qu'on remette des infrastructures. Et ce centre-là de présentation et d'observation des papillons permet de voir un peu toute l'évolution aussi et d'éduquer les Taïwanais. Donc il y a des classes scolaires, des classes vertes qui y vont, il y a la population qui peut y aller, il y a aussi tout un circuit touristique qui est proposé. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative. Alors elle n'est pas sous l'égide du bureau des autoroutes, mais elle se complète bien comme 4e initiative en cette saison des papillons. Oui. C'est peut-être quelque chose d'un peu similaire à ce qui pourra se mettre en place bien plus tard à Taroko, je pense aussi. Peut-être. Où beaucoup de lieux ont été détruits, ou sont beaucoup moins faciles d'accès. Et du coup, la nature va aussi plus reprendre ses droits. Oui, tout à fait. Et à d'autres endroits où elle a aussi... où la nature a l'habitude de reprendre ses droits au moins une fois par an. Jusqu'à se faire nettoyer. Enfin, nettoyer. Quel mot Débroussailler, voilà, une fois par an. C'est autour des tombes dans les cimetières, puisqu'ils sont souvent en zone montagneuse. Et c'est à l'occasion du festival Qingming-Jie, donc de la pure lumière, bien que les gens vont nettoyer autour des tombes, donc c'est-à-dire souvent débroussailler, effectivement. Et donc c'est souvent dans des zones qui sont plutôt laissées en friche. Et des statistiques ont été publiées justement le 1er avril, alors que ce n'est pas des blagues, autour des morsures de serpents venimeux. Donc c'est une publication qui tombe bien, puisque c'est aussi le moment où il faut faire attention aux serpents quand on va débroussailler. Oui, ils sortent de leur hibernation en fait à cette époque-là, je crois. Alors, ce qu'on peut dire, c'est comme tu disais, c'est plutôt ceux qui sont en friche, donc c'est pas les cimetières soit sauvages, soit plus reculés, parce que les cimetières municipaux bien entretenus, entre guillemets, il n'y a pas besoin de faire ce nettoyage des tombes. Et il y a sans doute aussi moins de risque de se faire mordre par un serpent. Ouais. Mais donc, Zheng Yafen, la directrice du Centre d'inspection de développement des vaccins du Centre de contrôle et de prévention des maladies, a rappelé lors d'une conférence de presse que lorsqu'on va dans des zones plutôt sauvages ou bien montagneuses pour voir les tombes ou pour pique-niquer, il faut faire attention à ne pas effrayer les serpents en nettoyant ou bien en traversant des prairies plus sauvages. Donc elle a rappelé qu'il existe 6 serpents venimeux communs à Taïwan. Est-ce que vous vous rappelez de quels sont ces serpents ? Baipuche, ça c'est sûr, le serpent au sampa. Ouais. Il y en a un qui est vert avec la tête triangulaire, mais je sais plus. La vipère des bambous. La vipère des bambous, très bien. Mais alors après, je me souviens plus. Il y a aussi une vipère à taches brunes, qu'on appelle aussi vipère à écailles pointues ou bien abou de Taïwan. Ah oui, abou de Taïwan. Et puis il y a le cobra. Ah bah oui, évidemment. J'hésitais à dire le cobra, mais j'avais peur de passer pour un ignare. En fait, non, j'aurais dû. Mais oui. Voilà. Et puis une autre espèce qui est assez proche du cobra, qui est le bongar rayé, qui est nocturne et qui vit plus dans les marécages. Je connais pas. Donc noir avec des rayures blanches sur tout le corps. Ah oui. Et la vipère siamoise de Russell, qui a aussi un venin à la fois hémorragique et neurotoxique qu'on évitera de croiser. C'est sympa ça, ouais. De loin. L'avantage, c'est qu'elle est moins fréquente quand même. D'accord. Donc chaque année, selon les statistiques, un peu moins de 1000 personnes sont mordues par des serpents venimeux à Taïwan et donc demandent ensuite un antivenin. Les symptômes quand on est mordu, ça va d'un gonflement et une douleur léger à plus important, avec dans les cas les plus graves des problèmes respiratoires, des saignements, une septicémie, voire insuffisance rénale qui peut demander une amputation et vraiment très rarement la mort. Donc le taux de mortalité, grâce à l'utilisation des antivenins, a pu baisser de 6% à 0,18%. Ah ouais, c'est une baisse drastique, c'est bien. C'est encourageant. Ouais. Donc c'est sur du plus long terme, mais c'est à la fois le fait qu'il y ait suffisamment d'antivenins, donc de 4 types pour les différents serpents,
et des antivenins accessibles partout à Taïwan et notamment dans les cliniques plus reculées où les gens peuvent donc y avoir accès de manière rapide après être mordus par les serpents. Oui, parce qu'il ne faut pas attendre trop longtemps généralement. Non, c'est effectivement déconseillé de dire bon, je vais passer la nuit et puis on verra demain. Mais c'est difficile quand tu es en pleine nature ou en balade en montagne. Bon, là, c'est pas l'occasion de nettoyage des tombes, c'est sûr, mais... Ouais. Mais c'est vrai que si tu es plus loin de tout, faut être bien équipé, quoi. Bah donc, si on peut parler des équipements d'abord, je pensais le faire tout à l'heure, mais on peut commencer par là. Comment on peut éviter d'abord de se faire mordre par les serpents ? Porter en des restant bottes chez soi. Ouais, porter des bottes, c'est ce que je pensais aussi. Porter des bottes, au moins des chaussures montantes et couvertes, en tout cas pas des tongs ou des sandales. Voilà. Ne pas soulever les pierres. Ne pas soulever les pierres. Des vêtements à manches longues aussi, si on va plutôt débroussailler ou travailler un petit peu. Des gants aussi. Des gants. Quand j'étais petit, on nous disait toujours, si on va dans des endroits qu'on connaît pas trop, marcher en faisant du bruit et tapant des pieds pour créer des vibrations. C'est je ça, pense que ça marche réellement, en fait. Et puis, donc si malgré tout ça, on est mordu par un serpent, quelles sont les 5 choses à faire ? Mettre un aspi-venin tout de suite, appliquer sur la blessure peut-être. Alors, aspirer, cracher si on n'a pas d'aspi-venin. Ne pas aspirer le venin avec la bouche, parce que on risque d'avoir des problèmes dans la bouche après. C'est pas un très bon endroit aspirer, pour avoir. Aspirer, non, c'est pire. Ne pas paniquer, parce qu'en fait, plus on a le cœur qui bat vite, plus c'est difficile. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc déjà, quand on se fait mordre, la traiter comme si c'était une morsure de serpent venimeux, même si on n'est pas sûr. De bien aussi essayer de retenir quel serpent c'est, parce que c'est pas forcément les mêmes antivenins si c'est tel ou tel serpent. Ouais. Oui, effectivement, si on a vu le serpent, c'est très bien de se souvenir de à quoi il ressemble, quelle couleur, quelle longueur, quel motif, un peu la forme de la tête si on peut. Ensuite, il faut retirer les bijoux aussi s'il y en a pour éviter le gonflement des membres ou des bagues, par exemple, si on est mordu à la main. Est-ce qu'il faut faire un petit garrot pour éviter que... Isoler la blessure du reste de la circulation du sang. Oui, ça c'est aussi une bonne chose à faire. Et puis après, c'est ça, rester calme et aller consulter un médecin dès que possible. Au moins pour savoir est-ce qu'il y a besoin, c'est ça. Et qu'est-ce qui est possible. Et des choses à ne pas faire, c'est de couper la plaie ou essayer de creuser un petit peu plus, de ne pas aspirer le venin avec la bouche, de ne pas appliquer de glace pour éviter la nécrose des tissus aussi. De ne pas boire d'alcool ou de boissons stimulantes qui accéléreraient les effets du venin. Et puis, de ne pas tarder à aller voir le médecin. Parce que... Si on peut marcher, parce que si c'est un bike pusher, on ne peut pas faire plus de 100 pas a priori. Donc... faut dire au médecin de venir vite, quoi. Oui, mais c'est chercher des secours au plus vite possible, en tout cas. Tout à fait. Mais bon, quand même, on voit qu'il y a, proportionnellement, il y a très peu de personnes qui décèdent finalement à Taïwan avec tout ce qui a été fait ces dernières années, la sensibilisation, les antivenins. C'est ça, la moyenne, c'est moins de 2 personnes par an. Donc, c'est vraiment très peu. C'est moins que les accidents de la route, alors. C'est beaucoup, beaucoup moins. Et même moins que les frelons asiatiques. Ah, chaque année, là, il y a de plus en plus de cas, je trouve, à Taïwan. C'est vrai. Ouais. Après... ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les antivenins ont été, dans 82% des cas, appliqués pour des morsures soit de vipères des bambous, soit de vipères à taches brunes. Donc ces deux-là, elles sont assez facilement reconnaissables. La vipère des bambous, elle est d'un vert très très vif, avec la pointe de la queue plutôt rouge. Et puis la tête triangulaire. Parce qu'il y a le même serpent avec la même couleur, mais la tête ronde, et il n'est pas venimeux. Oui. D'accord. Donc si c'est vraiment que j'ai vu il n'y a pas très longtemps en faisant une balade en montagne derrière la radio. On m'a dit qu'il n'est pas venimeux, et j'ai demandé à personne, spécialiste de serpents ou comment on le sait? Il me dit chatouille-le, tu verras. Non, je vais laisser passer tranquillement. ne pas déranger les serpents est toujours une bonne chose à faire. Voilà. Et la vipère à taches brunes, comme son nom l'indique, elle est d'une couleur plutôt claire avec des taches brunes bordées de noir. Et donc c'est vraiment les deux plus courantes. Ensuite, il y a 11% des personnes qui ont demandé un antivenin, donc c'est 110 au total, qui ont eu un antivenin pour des morsures de Naja Atra, donc c'est le cobra de Chine, ou bien de Bangar rayé.
Et ces 2 serpents font partie de la famille des Elapiadae. Et du coup, le Baipusha, le serpent aux 100 pattes, c'est pas un des qui... Enfin, il y a peu de cas de morsure. Très peu de cas de morsure. Heureusement, parce que là, c'est quand même plus fatal dans plus de cas, en tout cas. Mais pour les autres antivenins, ils ont été utilisés au total par 56 personnes, soit 5,8% des cas. Ouais. Donc c'est vraiment rare. Et le Baipusha, on le reconnaît très facilement avec des losanges noirs et blancs sur son corps. Super beau motif. Ouais, donc là, il n'y a pas de doute quand c'est lui. Là, c'est mauvais signe. Mais en général, c'est tout à fait possible déjà d'éviter d'aller croiser les serpents, de les inciter à s'en aller avant. Et puis s'ils sont sur le chemin, effectivement, pas se rapprocher. Pas aller les chatouiller, c'est effectivement un très bon conseil. Pas les défier sur leur territoire. Ouais, voilà. Voilà donc pour les serpents et les antivenins à Taïwan cette année. Ok, du coup on passe, on avait les animaux, j'allais dire à 4 pattes, mais non, pas du tout, à 2 ailes, à 0 pattes, et puis donc maintenant à 2 pattes. Non, je rigole. Donc c'est un sujet un peu plus difficile. Je vais vous parler donc d'un article du magazine en ligne Commonwealth Tianxia. Qui a attiré mon attention, qui s'intitule « La fausse promesse éducative de Taïwan, comment les étudiants internationaux deviennent une main-d'œuvre bon marché ». Mais je mets tout de suite un bémol parce que, en fait, l'article fait vraiment un focus sur l'enseignement technique pour les étudiants d'Asie du Sud-Est. D'accord. Mais c'est quand même quelque chose d'important et souvent c'est quelque chose qu'on voit pas trop parce que, comme je vais le dire tout à l'heure, c'est pas, ils sont pas à l'Université nationale de Taïwan en fait, ces étudiants-là. Et puis c'est important aussi parce que ils viennent des mêmes pays que les travailleurs migrants à Taïwan, donc d'Asie du Sud-Est. Et il y a déjà beaucoup de travailleurs migrants, plus de 800 000 à l'heure actuelle. Et il y a encore de la pénurie de main-d'œuvre à Taïwan. Voilà, donc je trouve que c'est quand même un sujet intéressant. Et en fait, les journalistes sont partis d'un constat, c'est qu'il y a encore quelques dizaines d'années, Taïwan avait déjà commencé à former des jeunes talents d'Asie du Sud-Est. Et il y en a certains qui sont devenus, par exemple, comme Wintan, qui est plus connu sous son nom Peter Cho, mais c'était en fait un Birman. Et moi, je l'ai appris en lisant certains articles. Il a cofondé avec la taïwanaise Cher Wang la compagnie HTC. Ah oui. Et donc, il avait été formé, c'est un Birman qui était formé à Taïwan. Et donc, les journalistes ont constaté qu'aujourd'hui, ces étudiants, ils sont de plus en plus dirigés vers certains types d'établissements. Et donc, voilà, je vais vous en parler. Donc, justement, dans quels établissements vont-ils en majorité ? Et donc... ça parfois, comment dire, les autorités taïwanaises parfois leur vendent un peu du rêve, notamment quand ils se rendent dans ces pays. Il y a la commission, par exemple, des Taïwanais d'outre-mer qui a organisé un événement de recrutement en Thaïlande, je crois. Ouais. Et donc, il disait les écoles auxquelles vous postulerez sont les meilleures écoles de Taïwan. Alors qu'en fait, les établissements, la trentaine d'établissements qui participent à ce programme d'études professionnalisants et techniques de Taïwan envers les étudiants d'Asie du Sud-Est, ce sont la plupart déjà des établissements privés. Il n'y a plus aucun établissement public qui participe à ce programme. Ce qui est un signe de mauvaise qualité à Taïwan, plutôt. Globalement parlant, mais les établissements publics ont meilleure réputation. Ouais, et du coup, à l'époque justement où le Birman Wintan avait étudié à Taïwan, c'était plutôt des établissements publics qui accueillaient les étudiants d'Asie du Sud-Est. Et peut-être encore plus important, c'est que d'après ces journalistes, l'objectif du recrutement s'est progressivement déplacé des études vers le travail. Et en fait, au lieu de mettre en avant la qualité de l'éducation, les recruteurs mettent l'accent sur la possibilité de travailler tout en étudiant. Et donc, ils disent que dans ce cas, les frais de scolarité seront gratuits pendant les 3 premières années et qu'il y aura une allocation de 28 000 $ taïwanais, 770 € par mois. En fait, ce qui est l'équivalent du salaire minimum à Taïwan. C'est ça. Donc, en fait, contre le fait qu'ils travaillent en même temps, ils ont les études payées. Et donc, les journalistes disent que ces incitations financières, ça brouille la frontière entre l'éducation et le travail. Parce que c'est pas une bourse non plus, c'est viens étudier,
mais travaillent en même temps. Voilà. Ouais. Et donc, quels sont les étudiants les plus ciblés ? Ce sont surtout les élèves d'origine chinoise des écoles du nord de la Thaïlande, parce qu'ils parlent déjà le mandarin. Et donc, ils peuvent être envoyés plus facilement dans les usines à Taïwan. Ils vont comprendre. Tout de suite, quoi. Voilà. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes avec certains articles. Je ne savais pas trop. Et donc, l'enquête des journalistes a mis en lumière qu'il y a un réseau de coopération informelle entre les établissements d'enseignement taïwanais, les directeurs d'écoles en Asie du Sud-Est et les agences de recrutement qui font l'intermédiaire et qui se prennent aussi des commissions. J'imagine. Ce serait intéressant de voir aussi quels sont les travaux proposés, voire exigés, ou quels domaines sont possibles pour ces étudiants. Et quels sont les horaires de travail, les aménagements possibles entre les universités et les entreprises, parce que si c'est du travail d'usine, ça doit être très difficile à combiner avec les cours. Donc, parce qu'après, en théorie, il y a la loi, il y a les réglementations, mais dans la pratique, il y a toujours en effet soit des abus, soit des contournements. Et c'était pas dans l'article, mais effectivement, nous, on a vu passer dans les nouvelles qu'il y avait certaines universités qui avaient un peu abusé et donc qui avaient été sanctionnées aussi de ce côté-là. Et aussi, donc, d'après cet article de Tianxia, certains étudiants disent qu'une fois à Taïwan, ils ont constaté que leur apprentissage en classe est limité et c'est vraiment pas un niveau aussi élevé que ce à quoi ils s'attendaient. En fait, quand ils souhaitent changer d'établissement, ils se retrouvent un peu coincés dans le même réseau de recrutement parce qu'il faut toujours qu'ils passent par les mêmes intermédiaires. En fait, ce qu'ils ont constaté aussi dans cette enquête, c'est que certains établissements qui recrutent ces étudiants sont financièrement instables. C'est parfois des universités qui risquent de fermer en raison des problèmes de dénatalité de Taïwan. Et en fait, ils vivent surtout grâce à ce recrutement des étudiants d'Asie du Sud-Est. Et elles ne mettent plus forcément autant l'accent sur la qualité de l'enseignement, mais plutôt sur les inscriptions, et essayer de recruter le plus possible. Et je me souviens que quand je suis allée à 2 endroits qui sont assez... Enfin, c'est pas vraiment la rase campagne, mais c'est quand même des petites bourgades assez petites, en fait, dans la campagne. À Ufeng et à Sizhou, c'est là où j'ai vu le plus d'étudiants d'Asie du Sud-Est. Enfin, c'est vraiment une concentration énorme d'étudiants d'Asie du Sud-Est. Donc, dans des universités ou dans des écoles qui ne sont pas cotées ou très peu connues, dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est vrai que c'est des zones où il y a des petites usines et aussi il y a des plantations, des champs. Et c'est super important de trouver de la main-d'œuvre agricole aussi parfois. Donc, et puis alors, ce que disait cet article, c'est que parfois, ces étudiants, après, ils retournent dans leur pays et du coup, quand ils se sont retrouvés dans une situation comme ça donne pas une très bonne image de Taïwan. Et voilà, c'est dommage, quoi. Voilà, donc ils n'ont pas forcément... Il faudrait un deuxième volet de l'article, parce que les journalistes ne l'ont pas fait, mais à la fin, ils s'interrogent sur comment est-ce que Taïwan pourrait mettre fin à ce cercle vicieux et puis en faire en sorte de davantage valoriser les étudiants d'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a des talents en fait parmi eux aussi. C'est clair. Donc voilà, c'est une vaste question à étudier, mais voilà, en tout cas, je trouvais intéressant cet article, même s'il est un peu déprimant, mais j'avais quand même appris pas mal de choses. Ouais, merci pour ces partages. Merci à vous aussi, aux papillons, aux serpents. Voilà. On arrive déjà à la fin de l'émission, là, on en parle à Taïwan. Tout à fait. De ce dimanche. Voilà. Merci de l'avoir suivi. C'était Floriane. François-Xavier. Et Sasa. À très bientôt. Au revoir.